Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Parc et vous. Véronique Valder, je suis la déléguée générale de la coopérative Le Parc. La coopérative est en charge de gérer tous les services amenés aux plus de 500 entreprises implantées sur les 500 hectares que constituent les parcs Vergalan-Béthune à Saint-Ouen-l'Aumône. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc, mais surtout celles et ceux qui les dirigent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Leguez. Bonjour Pascal, déjà pour commencer, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors toi, tu as une particularité, c'est qu'en fait, tu as deux activités. Donc j'aimerais bien que tu te présentes et que surtout que tu nous parles de ces deux activités. Alors, on a deux activités totalement différentes. Une activité où on fournit l'industrie des salles propres. L'industrie des salles propres, ce sont essentiellement les gens qui fabriquent des produits pharmaceutiques dans des zones stériles. Mais aussi, mais ça c'est un peu un reste historique, les gens qui fabriquent les composants électroniques ou qui fabriquent des produits qui ont besoin de salles propres. Donc ça, c'est l'essentiel de notre activité, mais cette activité est arrivée en deuxième. La première activité, historiquement, c'était la fourniture de mobilier de jardin. Attends, comment on passe du mobilier de jardin à l'équipement de salles propres? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, c'est un cheminement un peu compliqué, c'est-à-dire que moi, j'ai fait Centrale Lyon et je suis ingénieur. Donc j'ai commencé dans le pétrole. Chez Schlumberger en Indonésie, mais j'ai toujours voulu avoir ma société. Ça, c'était grâce à mon stage, pas de dernière année, mais d'avant-dernière année, où j'ai vu la différence entre quelqu'un qui dirige une PME et le fait d'être salarié, ingénieur, tout simplement. Donc, j'ai travaillé 4 ans dans le pétrole et dès que j'ai eu assez de capital, on a créé notre société. La première société qu'on ait créée, parce qu'il fallait juste exister avec l'argent que j'avais économisé. On ne peut pas réussir comme ça du premier coup. Donc on a créé une galerie d'art à Jakarta. Et D'accord. une galerie d'art à Jakarta. Oui, oui, oui. On a vendu à des ambassadeurs, on a vendu à la femme du ministre de l'Intérieur de Jakarta. C'était d'ailleurs assez incroyable parce que ces gens-là, quand on livre chez eux, ils vous reçoivent très bien. Mais leurs gens de maison sont quasiment à quatre, pas quasiment, réellement à 4 pattes devant eux. C'est complètement sidérant, quoi. Mais bon. Mais comment tu es arrivé comment on passe d'ingénieur dans le domaine pétrolier au fait de gérer… J'ai voyagé partout en Asie et j'ai vu qu'en Asie, il y avait beaucoup de peintures, de sculptures, d'œuvres d'art et moi, j'avais fait aussi l'école du Louvre en même temps que mon… Ah, d'accord, voilà. d'accord. Et donc, j'ai voulu proposer ça. Mais c'était un peu en avance parce qu'en fait, les gens n'avaient pas encore voyagé en Asie et les produits asiatiques n'avaient pas la renommée qu'ils ont aujourd'hui. Et en plus, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de la sculpture balinaise à 100 €, ça ne m'intéressait pas. Je voulais chercher les plus belles sculptures. Donc avec ma femme, on voyageait partout. Donc déjà exigeant à l'époque. Voilà. Et on avait dans notre galerie des produits chers. Et ça ne se vendait pas bien. Et c'est pas trop dans mon tempérament de rester dans une galerie et d'attendre le client pendant 6 heures. Puis il y en a un qui vient, puis demain il n'y a personne. Bon, donc on a fermé et on est rentré en France. Et l'endroit où on fabrique beaucoup de ces meubles sculptés en Indonésie, c'est le même endroit où on fabrique le mobilier de jardin. Et donc, quand on est rentré en France, on a proposé des meubles d'art et en même temps du mobilier de jardin. Mais c'est le mobilier de jardin qui a décollé. Donc, à chaque fois, il faut rester ouvert, quoi. C'est des opportunités. Pourquoi? Parce que c'était particulier, ces mobiliers de jardin à l'époque? C'était du teak. D'accord. Et personne ne connaissait le teak. Donc, tu as contribué à l'introduction du teak, non? Non, parce qu'il y avait d'autres sociétés françaises comme Somadec qui existaient déjà et qui en vendaient beaucoup. Non, c'était juste qu'on est arrivé au bon moment, quoi. D'accord. Donc on a vendu du teak, mais au démarrage, les banques ne vous suivent pas. C'est-à-dire mon premier crédit bancaire, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Mon premier crédit bancaire, mais c'était avec la vente de ta galerie d'art que tu as pu constituer voilà, cette société. Ça. D'accord. Voilà, parce qu'on avait des fournisseurs qui étaient proches les uns des autres.
Parce que quand on allait dans les villages où ils fabriquent des tables sculptées sur 6-7 cm d'épaisseur, juste à côté, il y a un autre fabricant qui, lui, fabrique des chaises et des tables en teck. Voilà. Donc, grâce à ça, on a eu les adresses. Parce que tu continuais à t'appuyer sur les personnes que tu avais rencontrées pour Pas pouvoir… les mêmes, mais proches d'eux. C'est très… C'est dans les mêmes endroits. En fait, c'est des artisans du bois, quoi. Des gens qui sont très, très doués avec leurs mains. Et donc, on a fait venir du mobilier de jardin et c'est ça qui a démarré. Voilà. Mais comme on n'avait pas de crédit, puisqu'on avait simplement 50 000 francs de crédit, moi, je vendais mes meubles, mais en 4 à 6 mois, j'avais, dans mes calculs de plan, j'avais déjà vendu le maximum et puis il fallait me garder un petit peu pour vivre. Donc, je travaillais 6 mois, puis les 6 autres mois, j'avais rien à faire. Bon, ça va bien 1 an, mais enfin, on s'ennuie, quoi. Donc, du coup, à partir de là, en parallèle, j'ai cherché une autre activité qui pouvait aussi faire du bien à ma trésorerie. Et je suis rentré dans une société, une PME, en expliquant au patron, un ancien Schlumberger comme moi, je lui ai dit, moi, je veux bien bosser pour toi, je suis ingénieur, je veux bien faire le commercial, mais tu me laisses continuer ma société en parallèle. Donc 6 mois de l'année, tu étais avec… Non. Après, je suis rentré D'accord. Et je gérais l'autre société le soir. Et ma femme déchargeait les containers, faisait les expéditions. C'est une bonne répartition des rôles, ça. En fait, ta femme déchargeait le matériel et toi, tu faisais le commercial dans une autre société. Elle pèse 55 kilos, mais elle a fait ça. D'accord. Ma femme est javanaise et très dynamique. Et donc, voilà, je suis rentré dans cette société et je travaillais en tant que commercial, 5 jours sur 7, et je faisais mes 8 heures. Et en fait, au bout de 6 mois, il m'a proposé le poste de directeur général, cet ancien patron-là, il avait plus de 70 ans à l'époque, et je lui ai dit, moi je veux bien, mais on va voir comment ça se passe, mais la suite, ce sera quoi ? Il m'avait dit la suite, je te vendrai ma société, parce qu'il était âgé. Maintenant, il a vendu sa société quand il avait 87 ans. Donc, moi, je n'ai pas attendu, je suis parti. Oui. En fait, il ne voulait plus la vendre parce que je lui avais triplé son chiffre d'affaires. Donc, il n'était plus d'accord. Il était un peu attaché à cette société. En 5 ans, il ne voulait plus la vendre. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis parti. Et de là, j'ai travaillé dans les salles propres. Alors les salles propres, c'est un milieu très très différent, ça n'a rien à voir avec le mobilier jardin. Mais notre entreprise de mobilier jardin, quand j'ai quitté mon ancien travail salarié, fonctionnait très bien. D'accord ? Et c'est ça qui m'a permis de lancer l'activité salle propre en parallèle. Mais comment tu fais pour passer enfin c'est quand même 2 domaines différents. Voilà, cerveau droit, cerveau gauche. Ah d'accord. Donc une partie de ce cerveau est formatée pour le mobilier de jardin et l'autre partie pour salle propre. Ça n'a rien à voir et c'est très motivant des deux côtés. Donc en fait, on développe des meubles, on trouve des commerciaux, on les vend. Et en fait, j'ai bien fait de faire ça parce que l'activité mobilier de jardin est montée assez haut, mais on vendait des grandes séries au GSB, GSA et jardinerie. Et tous ces gens-là, petit à petit, ont cherché à faire du sourcing en Chine et ont baissé leur vente de tech, puisque notre grande spécialité, c'était le tech. Donc notre chiffre d'affaires, qui a été beaucoup monté, a été divisé par 10. Mais en parallèle… À ce point-là, à l'époque. Oui, d'accord. Oui, ça a été terrible, terrible, oui et non, mais le tech a beaucoup baissé. Le tech avait pris une ampleur énorme. Il y a même 10 ans, c'était des gros volumes, et le tech a beaucoup baissé. Parce que les gens pensent qu'il y a un problème d'entretien. En fait, le tech, il ne faut pas l'entretenir. Si vous commencez à le peindre, à lui mettre de l'huile dessus, c'est le début de la catastrophe. Donc il faut le laisser vieillir. Voilà. Il faut le laisser vieillir, qu'il devienne gris, et on le nettoie 1 ou 2 fois par an, et on peut le laisser comme ça, une table en tech. Moi, j'en ai une dehors chez moi, elle a 20 ans, quoi. Donc c'est un produit formidable. Et malgré tout, donc c'est des produits qui ont beaucoup baissé. Après, il y a eu la résine tressée, après il y a eu le HPL. Oui, mais après il n'y avait pas le même charme quand même, non ? Non, mais c'est beaucoup plus facile pour la grande distribution de vendre ce type de produit-là. Puisqu'en fait, ils peuvent taper sur le prix. Il suffit de baisser les épaisseurs, de prendre de la résine de moins de qualité, etc. Donc ça m'intéressait moins et ça a un peu baissé. Et en même temps, je me suis beaucoup plus investi sur les salles propres. Et on a fait grossir notre chiffre d'affaires sur les salles propres.
Alors les clients de salles propres, c'est les clients connus, c'est Sanofi, GlaxoSmithKline, mais nos plus gros clients à nous, c'est un peu surprenant, mais c'est surtout des Danois. C'est Léo Pharma, Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est eux qui fabriquent le plus gros fabricant d'insuline au monde. Ils fabriquent les stylos à insuline. Ils ont une usine à Chartres énorme. Et toi, tu contribues sur ce stylo à quel niveau? Nous, on leur permet de décontaminer leurs salles propres. Donc, on ne contribue pas sur leurs produits. C'est eux les champions du monde là-dessus. Donc, par contre, on leur vend des bactéricides, des chiffonnettes qui permettent présaturées d'alcool qui leur permettent de garder leurs salles propres. On leur vend, on leur a vendu énormément de masques. On leur vend des gants, on leur vend les fameuses lunettes, enfin c'est plutôt des masques de protection stériles, tout ce qui est consommable qui rentre dans leur salle propre. Ah d'accord, donc toi tu rentres vraiment en ligne de compte sur tout ce qui permet de garder une salle propre. Tu as dû te régaler là sur ces derniers mois, non? Parce que toi, c'est un sujet que tu maîtrisais parfaitement. Voilà. Tu as peut-être eu quelque chose à adapter ou non, rien. Si, c'est plus compliqué de trouver des fournisseurs. Par exemple, on a fourni à peu près plus d'1 million de masques à nos clients. C'était pas notre cheval de bataille, il a fallu trouver. Mais c'est un peu comme le tech au début. Les fournisseurs sont connexes, on les connaît tous, quoi. Oui, bon, le problème, par exemple, c'est que les produits d'EPI, équipements de protection individuelle, sont essentiellement fabriqués à Wuhan. Donc c'est un peu compliqué d'en avoir puisque finalement les usines étaient fermées et en plus, quand ils pouvaient produire, l'État chinois préemptait tout. Oui. Donc on avait du mal à trouver les produits, mais enfin on a d'autres systèmes, on a trouvé, mais en effet avec le Covid, nous on n'a pas vraiment souffert en chiffre d'affaires, ça serait même plutôt l'inverse, parce qu'en plus les clients qui ont des industries pharmaceutiques produisaient plus et stockaient davantage et décontaminaient davantage. Donc comme on est vraiment dans le domaine de la décontamination, par exemple on vend de l'alcool stérile. Alors l'alcool stérile, ouais. Alors l'alcool, les gens pensent que c'est automatiquement stérile. Oui, c'est ce que j'allais te poser la question. L'alcool stérile, attends, il y a quelque chose que je comprends pas bien. L'alcool n'est pas automatiquement stérile. Par exemple, les gens, ils mettent du gel hydroalcoolique sur leurs mains, hop, ils sont contents, ça ne marche pas. Parce que, en fait, le temps de contact… Attends, là, je vais tout de suite arrêter. Tu es en train de nous dire que ce qu'on nous a appris, montré, mettez du gel hydroalcoolique dans les mains, frottez, etc., faites ça, c'est pas ça. Non, il vaut mieux se laver les mains. En fait, le problème de ce qu'on appelle un biocide, on n'appelle pas ça un bactéricide ni un virucide, on appelle ça un biocide parce qu'il doit tuer tout ce qui est bio. C'est-à-dire les bactéries, les virus, les spores, et tout ça dépend de temps de contact qui sont différents les uns des autres. Donc on prend un biocide puissant, il peut être efficace en, mettons, 30 secondes. 30 secondes d'exposition, c'est-à-dire on fait pchit, et il faut attendre 30 secondes que les bactéries ou les virus soient tués, et après on essuie. Un alcool est virucide en 10 minutes. D'accord, donc tu es en train de nous dire que si on utilise des solutions hydroalcooliques, il faut se les mettre dans les mains, et on reste comme ça, les mains, pendant 10 minutes. Voilà. Pour que ça soit efficace. Voilà. Mais alors, comment tu expliques le fait de se laver les mains, finalement C'est mieux que rien, voilà. D'accord. C'est pour ça. Ah oui, toi, tu pars du principe que… Voilà. C'est mieux que rien. Au moins, les gens se frottent les mains, se les nettoient, ça permet de garder des mains propres et d'éviter qu'on contamine. Et c'est simplement par lavage de mains, plus que par action virucide. Voilà. Donc, un virucide, un bactéricide, un sporicide dépend des temps de contact. C'est automatique. On ne peut pas dire le produit est virucide. Okay. Là, tu as conscience que tu nous casses un mythe, là. Ce pourquoi on nous a formaté là, pendant quand même quelques mois sur le fait… non, ils ont dit laver les mains. Soit on se lave les mains, soit en effet on utilise des solutions hydroalcooliques. Oui. Donc maintenant, là, je préviens tout le monde sur la régie, là, tout le monde va devoir rester les mains pendant 10 minutes si on utilise des solutions hydroalcooliques ou alors se laver les mains. Quand il y avait le pic du Covid, mars-avril, moi, je n'allais pas chez Leclerc avec un gel hydroalcoolique, je mettais des gants. Voilà,
c'est mieux de mettre des gants, parce qu'au moins, vous êtes protégé directement. Oui, mais alors les gants, on dit qu'on porte à peu près 200 fois les mains au visage. Il faut non, les gants, faut faut pas les mettre, pour faut ne pas faire ça. se toucher. Voilà. Et après, il faut les jeter. Oui, en les et pas par terre. Voilà, en les retournant d'une façon d'ailleurs. Non, on les jette, voilà, ça va tout seul. Oui, non, enfin, pour toi, c'est évident. Pour le commun des mortels, c'est vrai qu'il y avait toute une technique pour pouvoir. Voilà. Et on a vendu beaucoup d'alcool, parce qu'en fait, des sociétés, peu importe, tous les grands de la pharmacie utilisent beaucoup d'alcool comme un bactéricide. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'ils ont des procédures. L'alcool, c'est ce qu'ils appellent un nettoyant standard, quoi. Et ils ont des procédures où ils utilisent des nettoyants et des bactéricides qui sont testés chez eux pour des résistances sur certaines souches. On teste pour avoir les normes virucides. Le plus dur, c'est les spores. Le plus dur, c'est de tuer les spores. Donc je dis par exemple, un alcool n'est pas un bactéricide si puissant que ça. Des spores peuvent exister dans de l'alcool pendant 1 an, 2 ans, et ne sont pas morts. Les spores peuvent ressortir. Voilà. Donc tu es en train de me dire quand Tandis que sur de l'alcool stérile, on filtre l'alcool à 0,2 micron, ce qui rend le produit stérile, on remplit les flacons, et là il y a encore un risque. C'est-à-dire que le flacon lui-même pourrait ne pas être stérile. Donc, soit on radiostérilise le flacon pour tuer les germes qui peuvent être sur le flacon, voilà. Soit sur certains biocides qui ne peuvent pas supporter la radiostérilisation, on les remplit en remplissage aseptique, c'est-à-dire qu'on filtre à 0,2 et après on les remplit dans des salles propres stériles. Voilà. Donc il faut vraiment que le produit soit au top. C'est le fait d'être ingénieur qui t'amène cette passion, parce ça, que tu en parles avec beaucoup de passion. Voilà, ça peut être. Oui, c'est cette origine-là qui fait... Je comprends bien ce qui se passe, je comprends bien le problème. Ce n'est pas des choses que j'ai apprises, mais je comprends bien leurs problèmes aux clients. Alors, d'après toi, et un peu pour satisfaire notre curiosité, comment, d'un côté, vont évoluer les mobiliers de jardin, ou on va dire le fait de décorer son extérieur, et puis d'un autre côté, comment va évoluer tous ces équipements, parce que je pense qu'on a pris conscience qu'on allait devoir se protéger de plus en plus et d'un peu de tout. Donc, dans ces deux activités différentes, est-ce que tu peux nous décrire un peu les tendances à venir ? Alors, il y a 2 tendances. Donc, j'expliquais que mon activité mobilier de jardin a beaucoup baissé. Et là, on essaye de la relancer, parce que j'ai un ami qui est revenu travailler avec moi. Et nous, la tendance qu'on prend, parce qu'il va y avoir 2 tendances là-dessus, il va y avoir une tendance prix, et on le voit très bien quand on visite les usines, parce que régulièrement, je vais en Chine ou en Indonésie visiter les usines. Il y aura une tendance prix, où les gens vont chercher à grignoter les épaisseurs, à mettre du bois de moins bonne qualité, à utiliser des résines recyclées. Bon, ça va être la plus grosse partie, ce qui va faire les plus gros volumes. Et les clients ne sont pas bêtes, ils vont s'apercevoir qu'on leur vend de plus en plus des produits. Bon, ils en ont pour leur argent, il ne faut pas rêver. Un produit économique qui ne va pas non plus résister longtemps, donc on ne peut pas non plus les critiquer. C'est peut-être pour satisfaire un phénomène de mode aussi. Non, je pense que c'est... C'était l'année, j'étais l'article, parce que... C'est un phénomène de prix. Oui. Les gens c'est un cherchent phénomène du de prix. Voilà. Donc il faut chercher du prix. Et la distribution cherche du prix. Et nous, on a pris un contre-pied à ça, c'est-à-dire que on n'a pas parlé des chiffres d'affaires de mon entreprise, mais moi, je n'ai pas des rêves de faire des centaines de millions. On va faire 7 millions cette année, voilà. Et donc, on ne va pas faire bon, mon but, c'est quand même d'arriver à 10 assez rapidement, mais en ne voulant pas grossir de façon très, très importante, on peut avoir des objectifs différents. Et je pense qu'il va y avoir une tendance où les gens vont chercher des produits de qualité. Par exemple, ma grande spécialité, c'est le tech. Pourquoi ? Parce qu'en qualité, je pense qu'on est dans les meilleurs français. D'accord ? Et là, on essaye de se spécialiser sur le parasol, parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils vendent du parasol, mais que du polyester. Et le polyester, il y a une émission sur M6 qui est passée en septembre l'année dernière, ils expliquaient que sous un parasol en polyester, vous attrapez les coups de soleil. Parce que ça ne filtre pas les UV. Tu te rends compte qu'avec tout ce que tu nous racontes là, tu es en train de casser plein d'images peut-être reçues ou des clichés auxquels on nous a habitués. Donc sous un parasol,
un parasol en polyester classique, on peut attraper un coup de soleil. Pas cher, il ne filtre pas les UV. Et donc nous, on fait des parasols en acrylique. Alors l'acrylique a plusieurs intérêts. Par exemple, c'est comme la différence entre une carotte et un radis, c'est-à-dire le polyester. Oui, le polyester, ces comparaisons, oui. Le polyester, c'est on trempe et on a une couleur, mais c'est blanc à l'intérieur. Donc c'est pour ça que quand on regarde les parasols en extérieur, ils sont tous décolorés à l'extérieur. Ils sont tous moches, la couleur vraiment moche. Et un acrylique, non, il va garder sa couleur parce qu'il est teinté dans la masse. En plus, l'acrylique, il est tissé plus serré et il va filtrer les UV, UVA, UVB à 98%. Donc nous, on vend ce type de produit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un beau parasol, la toile en acrylique coûte plus cher que la structure. Donc il faut s'adresser… Voilà, le prix de ce type de parasol. Il faut expliquer et vendre le produit comme ça. Donc il y aura 2 schémas sur le mobilier de jardin. Voilà. Le produit pas cher et le produit étudié où il faut expliquer pour vendre. Et donc nous on est là-dessus. Donc toi tu as opté pour la qualité. Et du côté de équipement salle propre, alors du côté des l'avenir c'est quoi? Alors moi ce que je souhaiterais, et ça c'est un très grand souhait, oui. C'est qu'en effet les sociétés relocalisent pour les salles propres. Parce qu'on a vu beaucoup de salles propres partir. Et moi ce que je souhaiterais encore plus, c'est que des gens comme Sanofi et compagnie, qui font confiance aux Américains VWR et Fisher pour leur fournir tous leurs produits de salle propre, s'intéressent un peu aux petits Français. Voilà. Parce qu'il y a quand même un truc énorme, c'est que ce marché des consommables de salle propre en France, il est quand même assez considérable. Et les plus grosses sociétés françaises, Sanofi, ou même le LFB, qui ont été des sociétés financées avec des capitaux français, souvent font plus confiance à un VWR, qui est une société, maintenant ça a changé, c'est Amcor, qui fait 6 milliards et c'est une société américaine, qu'à des PME françaises. Bon, c'est des choses qui évoluent petit à petit. C'est un grand sujet, la relocalisation. Je crois que de toute façon, il y a la confiance. Et la confiance. Parce que même vous allez voir Peugeot, moi j'ai envie d'aller voir Sanofi. Je leur dis, j'ai un fournisseur américain qui vient. Ils vont peut-être plus facilement me recevoir que si je les appelle, je leur dis, j'aimerais bien vous rencontrer. J'aimerais bien vous rencontrer, oui. J'ai un fournisseur américain qui vient, est-ce que je peux vous rencontrer? C'est vrai, c'est dingue. Non, mais c'est vrai que je crois qu'on a pris conscience avec ce qu'on vient de vivre, de l'importance de la relocalisation, avec des garanties, un certain protectionnisme pour, comme tu l'as souligné, pas du protectionnisme, qu'on ne se redirige pas vers des marchés pas chers. Voilà, juste donner la chance aux sociétés, c'est tout. La microélectronique, c'est fichu, mais ça se comprend puisque c'est un marché de masse. La microélectronique, c'est un marché de masse. Donc, des sociétés comme ST, Tour, Atmel, des sociétés comme ça n'existent plus en France. Quoique la première visite de notre Premier ministre, elle a été pour anciennement IBM, qui s'appelle XFAB aujourd'hui. Exactement. Voilà, mais ces types de sociétés n'existent quasiment plus. Comment tu arrives? Alors bon, on a bien compris que tu travailles avec ta compagne. Comment vous arrivez avec ta femme? Excuse-moi. Comment vous arrivez tous les deux à gérer ce temps entre la vie de l'entreprise et le temps pour vous deux, pour faire autre chose que vous occuper de vos entreprises? Moi, je ne travaille pas des heures et des heures. Je travaille un temps tout à fait normal. Voilà, 8 heures par jour, tranquillement. Bon, je ne dis pas que je ne pense pas aux problèmes, des fois les samedis et les dimanches, mais j'y suis pas, voilà. Tu n'es pas quelqu'un de stressé, de crispé par rapport à… Non, pas du tout. Je me dis, si quelqu'un sait le faire ou peut le faire, pourquoi pas moi, quoi. Donc j'ai suffisamment… C'est l'avantage des diplômes, ça donne confiance en soi. Donc je me dis… Donc toi, tu n'as pas une politique où tu répartis ton temps en disant là, stop, il faut passer à un moment pour nous deux. Tu n'as pas besoin de te le dire, ça se fait naturellement? Non. Et puis ma femme travaille aussi avec moi parce que en fait, c'est elle qui s'occupe de tous les achats de tech.
Le tech est fabriqué par mon beau-frère. Excuse-moi, elle décharge toujours les camions? Non. D'accord. Donc on est heureux de le savoir. Non, c'est pour ça qu'elle a besoin de se défoncer à la gym maintenant. D'accord. Donc elle a des loisirs aussi. Oui. Et vous arrivez à vous octroyer ces temps-là, et pour vous deux, oui. et chacun pour vous, pour penser à autre chose. Elle fait beaucoup de gym, moi je fais du VTT et ensemble on fait du golf. Voilà. D'accord. Ça c'est extraordinaire. Bah voilà, hein. Donc chacun de son côté pour se faire du bien et voilà. puis ensemble pour se retrouver. C'est ça. Justement, comment vous arrivez tous les deux parce qu'il y a le côté, l'image de l'entreprise que l'on donne, que l'on soit dans le mobilier de jardin ou sur l'équipement de salle propre. Et puis la partie où on se fait quand même un peu de soucis pour son entreprise, on a des angoisses, est-ce qu'on prend ce risque? Est-ce que tu as un projet d'ailleurs? Comment tu as décidé de prendre ce projet? Comment tu arrives à gérer le fait je vais bien, tout va bien, et puis l'autre côté, j'ai un projet, j'y vais pas? Par exemple, là, notre projet actuellement, c'est d'agrandir l'entrepôt. Ma plus grosse angoisse, c'était plutôt de le construire. Parce qu'en fait, on partait de zéro. C'était quand même financièrement un gros morceau. La décision, c'est plutôt ma femme qui m'a poussé à la prendre. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est elle qui avait plus. Conforte. Voilà, c'est elle qui. Ouais. Donc on parle beaucoup sur ce qui est faisable, pas faisable. Et elle a une tête solide. Et donc, par exemple. Vous êtes complémentaires. Voilà, parce que moi, quand je me suis installé, j'ai eu un prêt d'honneur je ne sais plus, l'agglomération ou quoi, et il fallait des référents. Et un de mes référents, que j'avais été voir, donc j'avais discuté de mon projet et tout, il m'avait dit, moi, l'entreprise, j'y suis tous les jours, ça me prend beaucoup de temps, je ne veux pas en plus acheter des locaux, parce que je ne veux pas en plus être pendu. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. Et en plus, penser à mon entreprise. Donc, ça m'a marqué un petit temps, ça. Et puis, je me suis dit, si je construis un entrepôt, je vais m'endetter pendant 12 ans. C'est quand même des gros endettements. Et j'ai peur d'être pendu. Mais c'est ma femme qui m'a conforté, m'a rassuré pour me dire, non, on va le faire, puisque de toute façon, ces sommes-là, l'équivalent, on les paye en location. Donc, autant le faire. Donc, autant le faire. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance et suffisamment de chiffre d'affaires pour me dire, on va agrandir cet entrepôt d'un tiers. Écoute, extraordinaire de former un couple comme ça et d'assurer quelque part une complémentarité pour que vous soyez plus forts tous les deux. On est à deux parce que quelque part, penser tout seul dans son coin, oui, peut-être la question que tu posais là, peut-être qu'en effet, si on est tout seul, on se rabâche les questions. Ça rumine. Ça rumine, tandis que là, on est à deux. Bon, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et puis des décisions peut-être pas bonnes, on ne les prend pas, quoi. Après en avoir discuté. Alors là, je vais te faire tirer une question. Ce sont des questions que se posent les personnes sur les chaînes d'entreprise. Donc tu en tires une au hasard, et bien évidemment, je vais te demander d'y répondre. Tac. Alors en toute sincérité, comme tu l'as fait pendant cet échange. Ta plus grande satisfaction? Bon. Privé ou professionnel, c'est à toi de mettre le curseur d'un côté ou de l'autre. C'est pas vraiment professionnel. C'est à la fois professionnel et privé. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à trouver un équilibre entre ma famille, mon fils, ma femme, ma belle-fille, et le travail. Voilà, je crois qu'on a réussi ça. On n'est pas les uns sur les autres à se disputer, on n'est pas bouffé par l'entreprise. Je trouve qu'on a trouvé un équilibre de vie. Une harmonie. Une harmonie. En fait, ce que je voulais. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, Pascal. Pour ta sincérité et puis pour tes conseils aussi au passage. Bon, tu nous as cassé quelques mythes sur les solutions hydroalcooliques, mais on va suivre tes conseils, on préfère suivre tes conseils. 10 minutes, hein. Oui, 10 minutes, attention, à tout le monde, haut les mains pendant 10 minutes. Eh bien, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette émission. Ce que je peux vous dire, c'est abonnez-vous, suivez-nous, partagez, likez, inscrivez vos commentaires. Je suis sûre, Pascal, que tu te feras un plaisir de répondre aussi bien pour le mobilier de jardin que pour les équipements de salles propres. Et puis, je vous dis surtout à bientôt pour un autre rendez-vous.